Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à la partie publique qui suit l'Assemblée générale des alumni de l'Université de Genève. J'aimerais profiter de saluer le recteur Jean-Dominique Vassali, la vice-rectrice Margaretha Badley et le vice-recteur et recteur élu Yves Flukiger. Nous avons le plaisir pour cette soirée d'accueillir Patrick Audier, lui-même alumnus de notre université et président de l'Association suisse des banquiers. Patrick Audier est titulaire d'une licence en sciences économiques de notre université et d'un MBA de l'Université de Chicago. Il a rejoint le groupe Lombard-Odier en 1982, complété sa formation à Zurich, New York et Montréal avant de devenir associé gérant en 1986, puis associé gérant senior en 2008. Il est président du conseil d'administration de la Banque Lombard-Odier et compagnie depuis le 1er janvier 2014. Patrick Audier, je l'ai dit, est président de l'Association suisse des banquiers depuis septembre 2009, vice-président d'économie suisse. Il est membre du conseil de plusieurs institutions académiques et d'organisations philanthropiques suisses et internationales. Nous sommes très heureux de vous écouter ce soir sur un sujet d'actualité, c'est le moins que l'on puisse dire. Cher Patrick Audier, j'ai le plaisir de vous passer la parole. Merci. Monsieur le Président sortant, Monsieur le recteur élu, Madame la vice-rectrice, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir de pouvoir être parmi vous ce soir pour parler en effet d'actualité, une actualité qui pour certains dure quand même un peu, il faut reconnaître, mais elle ne dure pas, contrairement à ce que l'image veut bien parfois en donner l'impression, elle ne dure pas uniquement de manière critique, trop difficile, ou négative, mais aussi elle dure dans ce que le secteur financier peut avoir de constructif et d'utile à la société. C'est ce que je vais essayer de m'employer à vous démontrer ce soir. Tâche difficile, il est vrai, mais c'est au fond celle qui m'incombe en tant que président de l'Association suisse des banquiers et en tant que banquier passionné par son métier. Tout d'abord, peut-être vous rappeler que le défi principal qui, bien sûr, concerne la place financière suisse, c'est le défi de notre pays en général, c'est de rester un pays dans lequel nous avons une société qui bénéficie d'une économie équilibrée, qui bénéficie de partage des résultats de cette économie équilibrée et qui bénéficie de sources de développement de cette économie qui demeure, source de développement tant sur le plan des deux facteurs de production essentiels au développement d'une économie, à savoir le travail et donc qui continue à pouvoir attirer à la fois des chercheurs, mais aussi en former, attirer des étudiants, mais aussi des professeurs, comme sur le plan du capital, attirer des capitaux et pouvoir les exporter d'une manière intelligente. Donc ces deux défis nous rappellent au fond que la place financière, dans son principal défi aujourd'hui, n'est pas très distincte de l'ensemble de notre pays par, en tout cas, l'actualité qui les concerne. Par contre, ce qui est intéressant aussi de relever en préambule, c'est de dire que nous partons, après tout, d'un point de vue qui est assez favorable, une économie qui reste stable, forte, en comparaison avec la plupart des économies qui nous entourent. Et je commencerai par peut-être quelques remarques sur ce sujet et sur les fondamentaux qui nous caractérisent. Je passerai ensuite, bien sûr, au changement de paradigme qui peut vous intéresser et qui appelle un certain nombre de défis supplémentaires, qui sont alors, eux, plus particulièrement liés à la place financière suisse, pour ensuite parler de la stratégie qu'on peut mettre en place et enfin ouvrir la discussion. Alors, les fondamentaux, vous les trouvez sur ce cliché. Vous voyez que si on prend simplement deux secteurs qui sont deux secteurs importants, d'abord le secteur en matière de dette ou d'endettement, et puis deuxièmement le vecteur ou l'indicateur en matière de déficit budgétaire, c'est-à-dire de santé des finances internes du pays, vous voyez qu'en comparaison internationale, notre pays reste, et les chiffres sont ici pour le premier trimestre 2014, mais il reste vrai en fin d'année 2014, début d'année 2015, il reste très fort.
C'est déjà là un facteur très, très important de confiance et donc d'attrait de notre place financière suisse et puis de notre pays tout entier. Et donc je rappelle toujours que bien des endroits dans le monde se retrouvent, et pas si loin que ça, dans des situations moins enviables que la nôtre. Si je prends l'indicateur suivant qui est celui du maintien d'une position quand même relativement favorable dans les métiers cœurs, qui sont ceux de la place financière suisse. Je retiendrai d'abord le métier de la gestion de fortune, parce que c'est là, au fond, d'abord que se retrouvent beaucoup de ces défis dont je vais parler, mais aussi c'est là que se retrouve l'essentiel de la création de valeur, de richesse de ce secteur de financier suisse. Mais vous voyez qu'entre 2011 et 2013, ça reste vrai pour la Suisse, en tout cas pour l'année 2014, vous voyez que nous restons un pays qui maintient sa position de force dans le domaine de la gestion de fortune, et non seulement elle la maintient, mais qui continue à croître. C'est donc dire que malgré tous les travers qu'on a pu voir se développer dans ces dernières années, on continue ici en Suisse à attirer pour des bonnes raisons, et pas pour des mauvaises raisons, des raisons qui sont liées à la stabilité de notre environnement, à la sécurité de notre environnement, au professionnalisme de cet environnement, à la conscience professionnelle, à d'autres sortes de facteurs, bien sûr, la monnaie forte, la stabilité juridique. Nous continuons à attirer des capitaux qui sont ensuite transformés en Suisse et puis qui sont souvent réexportés. Nous avons donc là aussi à être néanmoins, disons, prudents. Vous voyez que d'autres places financières ici croissent également, c'est normal, elles partent d'une base qui est réduite. Des places financières qui se retrouvent bien sûr dans les pays typiquement d'Amérique ou du monde anglo-saxon, je pense aux États-Unis et à l'Angleterre, mais vous voyez que nous restons quand même bien positionnés parmi ces pays. Et puis l'Asie qui croît très, très rapidement parce que la création de richesses industrielles se traduit aussi par bien sûr du capital qui doit être investi et donc des places financières qui se développent. Si vous prenez un autre indicateur de la force de la place financière suisse et du pays de manière générale, je pense que ce qui est intéressant de remarquer, c'est que un des facteurs de confiance principaux, c'est la solidité du secteur lui-même, la solidité des banques. Cette solidité des banques, elle a été remise en question par la fameuse affaire UBS en Suisse, et par beaucoup d'autres exemples de très grands groupes internationaux ayant, pour des raisons d'abus ou de mauvais management parfois, surtout de risques mal maîtrisés, causé bien sûr, catastrophes sur le plan économique et sur le plan social dans d'autres pays. Vous voyez que cette sécurité, à part cet épisode de l'UBS, reste, et si je prends les plus grandes banques en Suisse, illustrées ici par les ratios de capitaux, qui sont au fond ce coussin de capital exigible auprès des banques pour qu'ils puissent faire face à des périodes de crise. Ces coussins de capitaux, si vous comparez sur l'échelle de temps la situation en 2009 à la situation aujourd'hui, nous nous retrouvons toujours en tête de peloton. Ça veut dire que la Suisse a réussi à construire pendant une période de crise un coussin de capital qui reste et qui, voire, s'augmente en tête des coussins de capitaux qui sont utilisés au requis auprès des secteurs financiers internationaux, et cela malgré, bien sûr, le renforcement des règles internationales dans ce domaine. Alors peut-être une remarque sur ce point. Nous avons été les pionniers en Suisse dans la réflexion de ce qui pouvait permettre à ces deux grandes banques d'être plus solides afin d'éviter que nous, en tant que contribuables suisses ayant, le jour où une catastrophe se produit, à mettre la main à la poche, eh bien cette réflexion a eu lieu très très rapidement en Suisse. En fait, elle a pris place en 2009 déjà par un groupe d'experts qui pendant un an s'est réuni. Et c'est là un peu la force aussi de ce mode de fonctionner en Suisse, où on ne pense pas nécessairement à toutes sortes de processus compliqués, mais on se dit il faut qu'on se retrouve autour d'une table, et non seulement entre ceux qui créent et qui peuvent solutionner les problèmes, mais peut-être tous ceux qui sont directement et indirectement liés. Je pense ici à ce groupe d'experts qui a traité de la question du too big to fail, trop grand pour faillir, et qui avait très particulièrement à cette importance relative des deux grandes banques suisses qui, par rapport au produit intérieur brut, évidemment, sont extraordinairement importantes et créent un risque très fort dit de système, risque systémique en cas de difficulté. Bien, en un an, nous sommes arrivés, non pas uniquement avec plaisir, mais aussi parfois un peu dans la douleur, à extraire des règles qui ont été ensuite mises en place et qui, vous l'avez peut-être lu pour certains, sont en voie d'être révisées cette année à travers ce fameux groupe d'experts de la Confédération, dit le groupe Brunetti. Pourquoi est-ce qu'il est revu aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'elles sont revues aujourd'hui, ces règles et ces normes? Pas pour dire qu'il faut les baisser, mais pour s'assurer qu'en Suisse, nous ne soyons pas, une fois de plus, les meilleurs élèves de la classe, et que ce qui se fait pour des banques suisses,
et donc leur développement et leur aussi place de travail soient aussi quelque part faits pour d'autres concurrents sur d'autres places financières suisses que nous ne retrouvions pas ici dans une situation de concurrence défavorable. Donc voilà encore un deuxième facteur, à mon avis, très important à relever sur la sécurité, la stabilité et la force du secteur financier suisse. Troisième élément sur lequel je voulais peut-être faire quelques commentaires, c'est ce graphique que vous voyez ici, qui est finalement assez simple. Vous voyez qu'on est à peu près au même niveau en 2006, et puis on est 21% plus haut que le niveau de 2008 en 2015, et moins 8 par ailleurs dans les 3 pays européens. 21% de plus d'offres de crédit aux entreprises suisses. Et au fond, c'est ça le grand défi de la Banque suisse aujourd'hui, et on ne le dit pas assez. Au fond, le défi de la Banque suisse aujourd'hui, ce n'est pas de faire plus de profits trimestriels, ce n'est pas uniquement de pouvoir développer le cours de l'action, mais c'est surtout de permettre au tissu industriel suisse, quel qu'il soit, de pouvoir continuer à bénéficier de la diversité du secteur financier et, je dirais, de la capillarisation de ce secteur en Suisse. Vous avez, je dis ça assez légèrement parfois, mais c'est pratiquement une banque par village en Suisse. Ça a l'air parfois exagéré, mais c'est extraordinairement favorable par rapport à d'autres pays. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le jour où, que ce soit l'agriculteur, le petit artisan, le moyen industriel ou la très grosse entreprise souhaite pouvoir étendre ses efforts d'investissement, elle trouvera à côté d'elle un établissement bancaire qui soit idoine, qui soit correctement placé pour non seulement offrir ces services, mais aussi comprendre la nature exacte du besoin, ce qu'une banque ou un banquier de proximité fera beaucoup mieux qu'un banquier forcément d'une autre culture ou d'un autre pays. Et si vous vous baladez aujourd'hui en Europe, vous avez beaucoup de pays où, fort de la construction européenne d'une part, et puis fort aussi des difficultés qu'ont eu ces grands groupes bancaires, vous ne retrouvez plus de banque locale. Quand vous êtes petit et moyen entrepreneur, vous devez téléphoner à la capitale du pays d'en face et puis essayer dans une autre langue d'expliquer qui vous êtes, pourquoi vous avez besoin de capitaux, quand vous en avez besoin et pourquoi si vous ne l'avez pas demain, vous risquez de faire faillite. Je ne dis pas que ça soit toujours très facile d'obtenir du capital en Suisse, mais je voulais quand même vous illustrer cette force que nous avons en Suisse dans l'offre de crédit. Aucune difficulté, on s'en souvient presque plus, c'était il y a, après tout, très longtemps, c'était il y a 3 ou 4 ans, on ne s'en souvient plus, mais beaucoup de ces pays ont connu des problèmes de crise de crédit très graves. Alors voilà 2 ou 3 indicateurs qui, si vous voulez cumuler, nous permettent de voir qu'aujourd'hui, si vous faites la somme de la croissance permise des économies dans certaines régions du monde, vous voyez que la Suisse se porte très bien. Vous voyez que ce financement, cet équilibre de l'économie et du secteur financier qui ont joué leur rôle, malgré certaines difficultés, permet à la Suisse d'avoir une croissance cumulée du produit intérieur brut de l'ordre de près de 10% sur ces dernières années, alors que vous savez que dans beaucoup de pays d'Europe, nous ne sommes même pas encore revenus au niveau pré-crise du PIB. Vous voyez aussi que sur le plan des places de travail, ça c'est l'autre élément évidemment extraordinairement important, puisque toutes ces entreprises, qu'elles soient bancaires ou industrielles, ont aussi la mission de pouvoir continuer à stabiliser, voire créer des places de travail en Suisse. Vous voyez que le chômage en Suisse est resté extraordinairement faible. C'est aussi une contribution de cet équilibre de l'économie. Alors vous m'excuserez d'avoir été un peu long sur la partie positive, mais comme on est en général extraordinairement court sur cette partie-là, je voulais équilibrer un tout petit peu les 364 autres jours de vos lectures quotidiennes. Le défi n'en est pas moins très important. Et si je prends maintenant quelques instants pour vous définir en quelques règles simples ce qui est en train de se produire, laissez-moi commencer par vous les décrire globalement. 4 grands défis ou paradigmes qui affectent le secteur financier, je dirais d'une manière mondiale, mais évidemment en partie en Suisse. 3 colonnes ici, 3 métiers clés, abréviation en anglais, c'est malheureusement la langue du secteur, avec la gestion de fortune dans la première colonne, la gestion d'actifs dans la deuxième, et puis la banque de détail ou la banque correspondante pour les entreprises dans la troisième colonne. Alors, vous allez me dire, mais il en manque une, c'est la banque d'affaires. Eh bien, vous avez raison, la banque d'affaires, elle apparaît que très peu en Suisse. En fait, la banque d'affaires, au sens où on l'entend souvent, c'est-à-dire celle qui consiste à permettre au capital de travailler pour lui et puis essayer de permettre un rendement sur ce capital plutôt qu'un rendement sur celui des clients. En d'autres termes, celle qui permet aux banques d'agir à titre de principal et non pas d'agent. Eh bien, c'est une activité qui reste très limitée en Suisse. C'est peut-être aussi une des raisons qui fait que la Suisse a été un peu protégée des grosses catastrophes financières. Maintenant, elle a été protégée pas parce que des interdictions, des règlements nous disent qu'on n'a pas le droit de le faire, mais parce que les modèles d'affaires
banquiers suisses traditionnels, depuis de nombreuses décennies, ont préféré peut-être se concentrer sur d'autres activités que sur celles-ci. Ce n'est pas tout à fait exact si vous prenez les très gros établissements qui, à l'étranger, bien sûr, connaissent des activités dans ce domaine-là. Mais vous voyez que ces 4 grands trends, ces 4 grands changements de paradigme que je vais évoquer, touchent pratiquement toutes ces activités qui nous touchent en Suisse, mais elles touchent aussi tous les pays. Alors, le premier élément qui me paraît important, c'est de parler de la vague réglementaire. Évidemment, si des crises se sont produites par des excès non contrôlés, il faut bien sûr que la politique d'abord, l'administration ensuite agisse. Et elle a agi, croyez-le bien, assez rapidement, puisqu'il y a peu de domaines dans lesquels l'activité bancaire aujourd'hui ne fait pas l'objet d'une révision réglementaire ou n'a pas fait l'objet d'une révision réglementaire. Si je prends juste comme exemple la Commission européenne, qui est donc en pleine construction de son architecture européenne, elle a construit 40 lois ou 40 réglementations, je dirais, pan-sectorielles depuis maintenant 4 ans. Et la mission de la nouvelle commission, vous l'avez entendu, c'était précisément maintenant de se poser la question, 1, du ratio coût-bénéfice de cette réglementation, que coûte une réglementation exagérée. Je vous donne un exemple de coût qui n'est pas forcément un coût monétaire direct, mais qui serait par exemple de dire que certaines activités, parce qu'elles réduisent la liquidité du marché, font que le crédit disparaît de certains marchés plutôt que n'augmente, ce qui serait la juste mission normale d'un secteur financier. Eh bien, ces réglementations peuvent tout simplement amener des banques, parce qu'elles doivent avoir plus de capital pour faire certaines activités parfois, à réduire certaines activités qui créent cette liquidité, et donc à aller à l'encontre de cet objectif du secteur. Voilà pourquoi la Commission européenne commence à se poser la question du coût-bénéfice, et il est grand temps, je dois dire, mais loin de moi vouloir donner des leçons à d'autres, il est grand temps que nous le fassions chez nous. Nous avons d'ailleurs chez nous une tradition de production de règlements qui est en accélération forte durant ces dernières années, pas uniquement d'ailleurs dans le secteur financier. Je dirais que, à l'image de ce qui se passe avec la votation du 9 février de l'année dernière et de l'impact de la difficulté d'avoir accès au marché européen, nous ferions bien aussi de faciliter ou de réduire cette charge administrative et réglementaire pour d'autres industries que la finance. Mais cette complexité, elle amène aussi, c'est un effet encore plus pervers auquel il faut être très attentif, elle amène aussi certains acteurs du domaine financier qu'on voudrait justement restreindre à sortir tout simplement de la sphère de réglementation de l'activité bancaire. Alors vous me direz, si on ne peut plus faire ce qu'on fait là où nous sommes, allons essayer de le faire ailleurs. Je ne pense pas que la société a à gagner à permettre à ces acteurs qu'on voudrait mieux, peut-être quelque part protégés contre des risques indus, et surtout aux consommateurs de ces prestations mieux protégés, de le faire dans d'autres domaines qui, eux, ne le sont pratiquement pas. Donc une complexité d'une part, un effet pervers direct d'autre part sur, par exemple, la mission première du secteur financier, puis bien sûr des effets joints comme celui que je viens d'évoquer. Deuxième paradigme, c'est la transparence en matière d'information. Alors là, on peut la souhaiter, beaucoup l'ont fait, peut-être pas les banquiers les premiers, mais enfin, ils l'ont fait. Les banquiers aujourd'hui souhaitent, curieusement, beaucoup plus activement, moi le premier, à ce que cette transparence devienne un vrai standard et non pas reste un apanage de la Suisse ou d'une ou deux places financières, parce que là aussi, l'arbitrage, que ce soit dans le domaine de la réglementation ou dans le domaine des taxes, existe. Et donc, si nous voulons lutter collectivement contre ce fléau qui consiste en l'évasion fiscale mondiale, eh bien, je crois qu'il faut le faire avec des règles qui soient les mêmes pour tous et essayer de s'assurer que chacun puisse contribuer, mais partout dans le monde, à ce que ces règles soient respectées. L'échange automatique d'informations a longtemps été la bête noire, probablement première du secteur financier suisse, puisque, et moi le premier, avons essayé de marier quelque part ce que j'estime être la confidentialité nécessaire de la sphère privée du citoyen avec l'honnêteté fiscale. Voilà pourquoi il fut un temps où vous m'avez peut-être entendu parler par des acronymes un peu différents, de systèmes qui avaient peut-être le nom de jeux complexes, que je n'ai d'ailleurs pas le droit de mentionner, mais qui s'appelait Rubik, et qui mariait précisément ces deux aspects, de la confidentialité d'une part et de l'honnêteté fiscale d'autre part, à mon avis d'une manière idéale, mais pas suffisamment idéale pour être convaincante pour une majorité des pays qui nous entouraient. Nous avons donc dû changer notre fusil d'épaule, si j'ose dire, et puis essayer de trouver là un autre type de standard à développer. Et c'est là que la Suisse, au fond, s'est ralliée à l'idée de dire, eh bien, si c'est la transparence qui va primer, puisque celle-ci est souhaitée par la plupart des pays, eh bien, essayons de la définir, cette transparence, pour éviter alors les abus de transparence. Parce que tant qu'il peut y avoir des abus
confidentialité ou de protection de la sphère privée, il peut aussi y avoir des abus de transparence. Je vous en donne deux très simples. La lecture d'un bilan bancaire peut, selon la nature d'une banque, vous amener à des conclusions extraordinairement différentes si vous ne comprenez pas quel est le modèle d'affaires de la banque ou si vous n'en comprenez pas les composantes. Donc de donner un bilan bancaire avec des gros chiffres et permettre très rapidement des interprétations ne suffit pas. Il faut encore donner les outils pour pouvoir comprendre ce qui est mis à disposition du public. C'est vrai pour l'analyse financière, l'analyse des chiffres, l'analyse des informations, mais dans le sens inverse, ce qui est aussi vrai, c'est que la transmission d'une information ciblée pour des raisons de spécialité, c'est-à-dire d'usage particulier, et notamment dans le domaine fiscal, à une administration, doit pouvoir être assurément un usage ou une information à usage particulier. Il est trop facile à une administration qui ne connaît pas la rigueur d'un système de droit établi de pouvoir prétexter d'une requête fiscale pour pouvoir obtenir une information sur quelqu'un et en abuser pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec cet objectif fiscal et peut-être parfois pour des raisons parfaitement inacceptables, traitement tout simplement politiquement biaisé des aspects de réussite professionnelle, politique ou peut-être traitement plus brutal des minorités ethniques qui pourraient par le biais simplement de la chasse aux fortunes ou de la chasse à l'information financière permettre à des autorités mal intentionnées de trouver des informations qu'elles utiliseraient à mauvais escient, voire de confisquer des actifs. Donc nous devons faire très attention. J'insiste sur ce paradigme pour dire que la Suisse a essayé d'être, depuis 3 ans maintenant, la plus active dans la contribution à la définition de ce standard de l'échange automatique mondial. Et comment l'avons-nous fait ? Eh bien, nous l'avons fait en essayant de définir précisément ce principe de spécialité qui a été admis au sein de l'OCDE, ce principe de réciprocité, ce que je vous donne, vous me le donnez aussi, sinon il n'y a pas d'échange réel d'informations. Le principe de protection, c'est-à-dire confidentialité, vous utilisez la donnée mais vous n'avez pas le droit de la publier. Et puis aussi le principe de la détection ou de la bonne compréhension du bénéficiaire ultime d'une structure financière quand il y en a, parce que vous savez comme moi que beaucoup de pays utilisent des structures financières pour pouvoir abriter, pour des raisons parfois très très justifiées, mais pas toujours, des fortunes qu'on cherche à pouvoir assurer sur le plan fiscal. Voilà donc un paradigme très très nouveau qui fera qu'à partir de 2018, sur la base des informations collectées en 2017, pour ce qui touche l'étranger, la Suisse transmettra aux autorités fiscales systématiquement les états de fortune, plus les revenus sur l'épargne quand il s'agit des intérêts pour l'instant, mais probablement plus largement ensuite, aux autorités fiscales des citoyens et des clients de ces banques, comme le feront tous les autres pays membres de l'OCDE ayant adhéré à ce principe, sauf un pays qui a encore à accepter la réciprocité, qui est d'ailleurs celui qui a poussé vers ces standards le plus fort. Je ne pense pas que j'ai besoin de le citer, vous l'avez tous en tête, les États-Unis. Et donc, nous avons là aussi un défi en tant que place financière suisse d'essayer de faire que ce dit terrain de jeu égal, level playing field, soit vraiment un terrain de jeu qui soit égal pour tous les pays. Et je pense qu'on y arrivera, mais c'est encore un combat qu'il faudra mener. Vous savez par ailleurs que les États-Unis ont développé des lois fiscales extraterritoriales obligeant à partir de juillet de l'année dernière en partie et janvier de cette année pour l'autre partie, à toutes les institutions financières du monde de rapporter toute indication, toute identité de citoyen fiscal américain à l'autorité fiscale américaine, ce qui est un casse-tête épouvantable et qui rend le service aux clients par les banques concernées, pas uniquement en Suisse, puisqu'il s'agit de 9 à 10 000 institutions au monde, extrêmement pénible, alors même que la banque est un service. Le protectionnisme, traîne numéro 3, et accès au marché, c'est évidemment très important. La Suisse gagne 50% de sa fortune par le biais de l'exportation. 2/3 de ces 50% sont gagnés à travers son échange avec l'Europe, une très grosse partie avec les pays les plus proches en Europe, les plus importants. Et le fait qu'aujourd'hui, nous ayons des différends encore fiscaux parfois, mais aussi dans d'autres domaines avec ces pays, fait que tout simplement les barrières à l'entrée de ces marchés sont de plus en plus difficiles à ouvrir, voire sont déjà fermées. Et vous avez, comme moi, lu tout ce qui s'est dit ces derniers temps sur la position de l'Union européenne, et notamment de la Commission vis-à-vis de la Suisse, tant que notre problématique de l'immigration de masse, qui est d'ailleurs pas comprise comme ça en Europe, puisqu'il s'agit de liberté de circulation des personnes, mais cette immigration de masse et ses conséquences vont avoir évidemment
énormément à faire avec la santé de l'économie suisse ces prochaines 2 années, si nous ne trouvons pas de solution ces prochaines 10 ou 15 prochaines années. Le deuxième élément qui est intéressant à noter, c'est qu'il n'y a pas uniquement les questions politiques d'Union européenne avec la Suisse et de standards, voire de règlements dits différents ou même de solutions de la problématique d'immigration qui ont là un caractère de défi majeur, mais il y a aussi tout l'élément de protection. Quand un continent se développe comme l'Europe, elle a évidemment toute cette, encore une fois, ce système complexe de réglementation à mettre en place. Tant qu'elle le met en place, elle peut aussi y trouver un intérêt dans le sens de la protection de ses acteurs locaux, de façon à éviter que ces marchés ne soient exploités par des étrangers. Et dans ce sens-là, la réglementation est souvent érigée en barrière à l'entrée pour les pays qui ne font pas partie de la région, et c'est en tout cas vrai pour la Suisse. Il se trouve que là, la Suisse se trouve en très bonne compagnie, puisque les États-Unis, à ma connaissance non plus, ne font pas partie de l'Europe, la Chine, Hong Kong, l'Asie, la Suisse, tous ces pays-là sont des pays dans la même situation, et donc nous avons quelques, non pas alliés, mais en tout cas quelques partenaires avec lesquels nous pouvons dialoguer de ces questions-là. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important. La Suisse est un des pays les plus ouverts au monde. L'industrie bancaire suisse est une industrie d'exportation. Nous avons beaucoup trop de capital qui rentre en Suisse pour pouvoir imaginer l'investir qu'en Suisse. Nous réexportons après transformation ce capital à l'étranger. Nous rapportons les dividendes de ce capital en Suisse. Petite parenthèse qui justifie le fait que d'ailleurs les taux d'intérêt négatifs soient perçus aussi sur les capitaux suisses, parce que je suis sûr que toutes les petites bulles que je vois sur ces têtes disent ça, c'est quand même pas juste. Hein. Que ceux qui sont obligés d'avoir des francs suisses soient aussi taxés d'un taux négatif. C'est aussi la rançon du succès, quelque part, qui fait que la Suisse a une balance des paiements, un surplus de la balance des paiements, tout simplement parce qu'elle connaît une exportation très, très positive et que par conséquent, elle vend des biens à l'étranger contre des francs suisses qui rentrent et qui ne sont pas assez exportés parce que les Suisses sont aussi assez prudents et donc ne vont pas nécessairement dans des zones très insécures réinvestir autant qu'elles ont rapporté. Ce qui fait que le franc suisse est déposé par des citoyens suisses aussi, ce qui crée la force du franc suisse aussi. Quatrième élément, transformation des règles de distribution et de protection des consommateurs. Ça peut peut-être vous intéresser aussi de prime abord. Bien entendu qu'une des questions essentielles et les plus sensibles que se pose le secteur financier suisse, c'est de savoir comment éviter que des prestations financières soient indûment offertes ou présentées à des clients ou à des investisseurs ou à des épargnants qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir juger de la pertinence de cette offre. Et c'est là qu'il faut faire extrêmement attention de ne pas non plus tomber dans le travers contraire. D'abord, personne n'a le droit de prétendre qu'un client, que ce soit d'un avocat, d'un médecin, si c'est un patient, ou d'une banque soit idiot. Et deuxièmement, personne n'est obligé de s'adresser pour toute prestation à une banque. Par contre, là où je pense que c'est très important de surveiller ce qui peut se passer, c'est que chacun a le droit d'avoir un service bancaire de base, que ce soit d'épargne ou de crédit, qui soit adapté à ses besoins, à sa condition et au degré d'information qui est nécessaire pour prendre une décision en toute bonne connaissance de cause. En Suisse, nous avons une bonne protection, mais enfin, elle peut être modernisée. En Europe, il n'y avait pas de protection, elle a été inventée. Le résultat, c'est que le standard, ça devient celui de l'Europe et que la Suisse, pour de nouveau être dans une situation qui ne se voit pas être une situation de reproche de ne pas être au standard, va devoir aussi s'ajuster à ces questions de consommation ou de protection des consommateurs en fonction des lois étrangères. Nous devons faire attention à cela, parce que le système qui permet aujourd'hui à la Suisse de rester compétitive, aussi dans le secteur financier, c'est de faire que quand une banque n'est pas à la hauteur, eh bien vous changez de banque. Et vous le faites de manière relativement simple. Et vous avez même des structures qui vous permettent de vous plaindre si ce n'est pas le cas. Et je pense que de ce côté-là, nous devons moderniser notre loi sur la protection des consommateurs, notamment sur un point, c'est sur l'adéquation du risque-prix lorsqu'un consommateur de produits financiers achète un produit qui lui est vendu, et donc le degré d'information et la transparence de l'information qui lui est donnée. Le reste va de soi aussi, lorsqu'il y a des faillites, nous devons protéger bien sûr les plus petits épargnants de ces faillites, il va de soi. Mais enfin, c'est un domaine qui aujourd'hui contraint le secteur financier suisse dans sa distribution de produits, peut-être pour des bonnes raisons d'abord, mais dont il faudra surveiller évidemment le développement. Je vous montre ce graphique pour vous faire sourire ou bâiller. Vous pouvez faire les deux d'ailleurs, parce que c'est un graphique qui est d'abord incompréhensible, c'est un peu le but, pour montrer que ce n'est pas toujours facile de traiter de sujets de finance, qui est aussi, et c'est étendu dans le temps, vous voyez, 2008 jusqu'à 2015, ça on peut le lire, et ça, ce que vous voyez ici, c'est le nombre de sujets qui ont été traités par nos parlementaires fédéraux durant cette dernière période de crise, qui touchent le secteur financier.
Donc si vous prenez le rôle d'une association faîtière comme celle de l'Association suisse des banquiers, qui regroupe les 300 ou quelques banques suisses, eh bien, c'est son premier rôle que d'essayer de bien comprendre ce que sont les problèmes, les propositions et de défendre les intérêts à la fois de la clientèle des banques suisses, mais aussi de l'industrie des banques suisses, au travers ce méandre de propositions réglementaires ou législatives que vous voyez exposées sur ce slide. Les couleurs correspondent à le degré d'atteinte des objectifs. En d'autres termes, lorsque nous avons pensé que ces domaines étaient justifiés et que nous avons voulu parfois même les proposer ou voire les modifier de manière à ce qu'ils soient justifiés, vous aurez une couleur verte. Lorsque vous pensez que les objectifs qui auraient été les nôtres n'ont pas été atteints, vous voyez des couleurs rouges. Et puis quand vous voyez que les chambres ont été saisies, ce qu'elles détestent, et je le comprends, par des nécessités de prendre des mesures dans l'urgence, c'est-à-dire très souvent passer par la double discussion dans la même session, eh bien vous voyez qu'il y a un éclair jaune. Donc, résultat des courses, vous voyez que les éclairs, il y en a probablement un petit peu moins, il y a un peu moins d'urgence. On a vu une très forte concentration des mesures d'urgence autour de toutes les décisions liées à précisément les accords avec certains pays, Rubik, des accords avec l'Amérique, etc. Mais vous voyez que d'une manière aussi générale, pas mal de ces législations ont été finalisées d'une manière positive aux yeux du secteur financier suisse. Et si je vous le dis, c'est pour vous dire que ça va dans le sens de la protection de tout ce que je vous ai montré au début. Si ça avait été négatif, ça aurait affaibli vraiment sérieusement le secteur financier suisse. Deuxième élément, deuxième graphique, encore moins compréhensible parce que plus de couleurs. Eh bien, ça, c'est simplement pour montrer la nature des sujets. Toujours autant, avant, vous aviez degré d'atteinte des objectifs. Ici, vous avez la nature des sujets. Je vous l'ai dit en passant. Tout ce qui est bleu à voir avec le risque systémique, le secteur financier suisse. Vous voyez qu'on en discute d'une manière assez régulière, mais surtout, on en a discuté au début de la crise, c'était normal. De temps en temps, on y revient, mais enfin, ça a été beaucoup moins le cas ces dernières années. Un des gros sujets, c'est un des derniers sujets en 2014 abordés, c'est le sujet de la séparation des activités bancaires. S'il y a crise, au moins que mon épargne soit protégée, je fais une banque séparée, tout le reste, ça peut aller en faillite, c'est pas grave. Ça, c'est un peu l'idée de la séparation des activités. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, je le simplifie bien sûr. Le rouge, c'est les USA. Ça peut n'être que rouge, malheureusement, en ce moment. Et ça reste rouge, croyez-le bien, pour un certain nombre de banques. Sujet non traité complètement aujourd'hui et malheureusement qui reste à être traité pour un assez grand nombre de banques que de pouvoir régler ce problème du passé avec les États-Unis. L'orange, c'est la fiscalité. Avec la fiscalité, elle revient à beaucoup de moments, que ce soit la fiscalité internationale ou suisse, que ce soit celle des entreprises, qui touche aussi les entreprises du secteur financier ou les entreprises du secteur industriel. Pensez à la réforme de la fiscalité des entreprises 3, qui est évidemment un des sujets les plus brûlants dans notre discussion politique actuelle. Le jaune, c'est l'asset management. Je ferai un tout petit aparté sur l'asset management parce que là aussi, il y a beaucoup de mythes qui circulent à propos de cette activité qu'on associe facilement à des espèces d'activités financières de spéculation. L'asset management, c'est la vraie activité de gestion de fortune professionnelle à destination des investisseurs professionnels que sont par exemple les caisses de pension, les trésoreries d'entreprise et d'autres, et qui, au fond, consiste à protéger aussi quelque part nos rentes de retraités de demain. Donc si j'ai un message à passer sur ce sujet, c'est qu'il est juste d'en faire une très grosse priorité à un moment où ces rentes et ces retraites deviennent de plus en plus menacées par d'autres types de facteurs que simplement être mal gérés. Je pense aux facteurs démographiques, bien sûr, qui mettent en péril, bien sûr, une partie de ces retraites. Donc, de défendre cette industrie, c'est très important. Et le dernier point vert, c'est tous les autres aspects. Donc, voilà pour les défis et comment ils se sont traduits auprès de nos parlementaires. Donc, un grand merci à ces parlementaires s'il y en a dans la salle. Ça n'a pas toujours été des discussions de dimanche après-midi et des balades de dimanche après-midi, mais ça a souvent été des discussions de week-end entier assez actives. J'aimerais vous dire aussi que tout ceci n'amène évidemment pas aussi autre chose qu'au secteur de devoir revoir un tout petit peu ses économiques, ses conditions économiques de travail. Et vous voyez ici que les marges, notamment les marges dans le domaine de l'activité de gestion de fortune, qui est celle qui crée le plus de valeur en Suisse, eh bien, se sont considérablement réduites. Alors certes, c'est le mauvais jour pour vous dire ça, hein, parce que c'est clair que avec des bénéfices aussi gigantesques que ceux qu'on voit publiés, d'ailleurs tant mieux, parce que si les leaders de cette industrie n'étaient pas profitables, on aurait d'autres problèmes en Suisse, aussi importants que ceux qu'on a vus. J'ai de la peine à vous parler de baisse des marges. Mais enfin, en l'occurrence, il y a deux très grandes banques en Suisse et puis il y a tout le reste. Et pour tout le reste, et dans cette activité-là, vous voyez que les marges se sont réduites de l'ordre de 64% ces dernières 3 ou 4 années. C'est donc un chiffre assez important qui demande une réadaptation, une revue du modèle, une réorganisation des entreprises
et qui est en cours en ce moment, ce qui vous fait entendre parler de restructuration, de déplacement d'activités ici ou là, mais surtout de défense des places de travail en Suisse. C'est ça l'objectif de la place financière suisse aujourd'hui. Ces marges de pression, moins 34% depuis 2007 dans la simple activité de private banking, c'est beaucoup. Si vous ajoutez ce qui se passe avec la suppression du taux plancher, si vous ajoutez ce qui se passe avec les taux d'intérêt négatifs pour certains, tout ça sont des chiffres qui sont assez importants. Ça demande quand même une révision sérieuse du mode d'opérer, ce qui est fantastique quand vous êtes entrepreneur. Or, on devrait tous l'être quelque part, et qui est un peu plus compliqué quand vous devez aussi tenir compte de tous les paramètres qui sont les autres que je vous ai évoqués tout à l'heure. La transparence fiscale, je vous en ai déjà parlé, et je crois que je ne vais pas aller plus en détail, si ce n'est peut-être par quelques questions, pour ne pas vous prendre beaucoup plus de temps sur ces grands paradigmes. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'il y a bien sûr un débat qui va naître en Suisse sur cette transparence fiscale. Et la question, elle est soulevée aussi par cette fameuse initiative bien connue en Suisse allemande, un peu moins ici, l'initiative dite Mater, qui souhaite protéger le secret bancaire par la Constitution. La protection de la sphère privée est déjà protégée par la Constitution. Et l'idée de pouvoir y inscrire le secret bancaire n'est probablement qu'une fausse bonne idée. Parce que le fait de pouvoir l'inscrire dans la Constitution rend toute discussion autour de ce problème beaucoup plus rigide, beaucoup plus difficile. Ce n'est pas dire qu'il ne faille pas protéger la sphère privée financière des citoyennes et des citoyens suisses, mais qu'il y a probablement d'autres moyens de le faire que celui qui est proposé par cette initiative. Je reviendrai volontiers sur ce sujet si vous le souhaitez tout à l'heure. Un deuxième point que je voulais évoquer dans le cadre des négociations fiscales, c'est le fait que la Suisse doit certes signer des accords de double imposition avec beaucoup de pays, mais il serait grand temps aussi que nos autorités réalisent que si nous le faisons, les autres grandes places financières doivent faire la même chose. Si nous ne le faisons pas, les autres places financières vont simplement voir les capitaux de Suisse se déplacer tout simplement et naturellement de la Suisse vers elle, puisque les restrictions n'y seront pas. Par conséquent, la liberté là-bas de s'y établir sera bien plus grande. Si je prends peut-être les autres défis qui se posent, nous avons ces fameux groupes d'experts aujourd'hui en place, qui sont notamment le dit groupe Brunetti. Voici les 4 thèmes que ces groupes d'experts vont pour l'avenir traiter encore à partir de cette troisième phase qui se met en place aujourd'hui. Premièrement, les thèmes d'accès au marché. Deuxièmement, les thèmes d'amélioration du processus de règlement. C'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, être plutôt impliqué, essayer d'éviter les coûts négatifs d'une réglementation exagérée. L'amélioration de l'environnement fiscal, essayer de faire que les citoyennes et les citoyens, mais aussi les entreprises en Suisse, puissent être attirés plutôt que repoussés vers d'autres frontières. Et puis la stabilité, la sécurité du système, la protection du consommateur sont les 4 sujets sur lesquels nous aurons à nous prononcer. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail de l'accès au marché, si ce n'est pour vous dire que là, un des points qui ressort très très sérieusement de toutes les discussions actuelles européennes, c'est bien sûr le fait, par les 2 axes que je vous ai évoqués, la solution du problème des migrations de masse et puis l'accord institutionnel avec l'Europe, comment règle-t-on nos différends, c'est comment devenons-nous équivalents aux réglementations européennes en Suisse. Et donc beaucoup de travail se fait aussi pour la mise à jour. Est-ce qu'on veut l'exacte mise à jour de ces réglementations? Il s'agira à nos juristes de pouvoir nous le dire. En tant que banquier, on ne la cherche pas l'exacte, mais en tout cas, ce qu'on appelle une intelligente équivalence qui rend au fond la protection la même, quel que soit le texte exact légal. Voilà ce que je voulais vous dire sur les marchés d'avenir. Bien sûr, beaucoup de choses qui se passent en Suisse. Peut-être trois initiatives, 2 ici, plus une que je vous évoquerai pour terminer. D'abord, le fait que depuis 3 ou 4 ans maintenant, nous essayons d'attirer des institutions chinoises en Suisse. Ce n'est pas parce que nous voulons nécessairement nous prétendre le pays auprès desquels les institutions chinoises doivent pouvoir s'établir. Ils sont déjà pratiquement partout dans le monde. Mais parce que nous estimons que la Suisse doit pouvoir offrir à ses acteurs industriels notamment, mais aussi financiers, un accès au marché chinois qui se développe très rapidement et qui offre, par la création des places de travail, un avenir à nos citoyennes et à nos citoyens, si, et encore mieux si, ces institutions bancaires sont en Suisse plutôt que de devoir le faire à l'étranger. Parce que si elles sont à l'étranger, ça implique que nous créons des places de travail plutôt là-bas qu'ici. Et donc, vous comprenez facilement pourquoi nous avons essayé de les avoir parmi nous. La première grande banque chinoise va s'établir en Suisse cette année. C'est une très très bonne nouvelle. Il y en a 3-4 autres qui sont en cours de discussion et qui, probablement par décision du gouvernement, vont petit à petit vouloir aussi venir chez nous. La Suisse va les accueillir avec bien sûr des activités qui pourront se développer aussi dans ce sens. L'asset management, je l'ai dit, il s'agit de reprendre conscience de l'importance de contrôler chez nous cette activité, pas la laisser par nos institutions publiques parfois. Si vous prenez les grandes institutions ou régies publiques suisses, très souvent elles font appel à des gérants étrangers. C'est dommage.
C'est dommage, il n'y a pas de raison, alors que nous sommes l'un des marchés des capitaux les plus développés au monde, qu'on fasse appel à des compétences à l'étranger plutôt qu'en Suisse. Et on devrait, dans certains domaines, être plus proactif. Je prends le domaine de la gestion durable, par exemple. Troisième domaine d'innovation pour lequel se tient demain une des premières conférences autour de l'idée du Green Fund et de l'initiative de finances durables en Suisse, à Berne, dans laquelle je participerai, nous participerons avec quelques représentants de l'Université de Genève. Eh bien, la finance durable peut devenir un vrai axe de développement si nous savons innover dans ce domaine. Innover dans quoi? Créerons des bourses, par exemple, de produits d'investissement durable, finançant l'énergie ou financement la peut-être responsabilité sociale accrue de certaines entreprises par rapport à d'autres. Nous pourrons également avoir en Suisse des domaines ou des instruments qui pourront nous permettre de financer dans le domaine énergétique des efforts qu'on ne peut pas financer de manière très naturelle autrement parce que les capitaux ne s'y dévoueraient pas. Eh bien, tous ces domaines-là sont des domaines dans lesquels nous pourrions en Suisse avoir encore plus d'initiatives et nous essayons d'œuvrer dans ce sens pour que la Suisse puisse non seulement avoir un secteur financier fort, mais un secteur financier qui soit un secteur attaché à une finance durable et non pas uniquement une finance techniquement rentable. Conclusion, le secteur bancaire suisse reste un secteur extrêmement important pour le reste de l'économie suisse. Ces enjeux sont les mêmes que ceux de l'économie suisse en général dans ses très grands enjeux macroéconomiques et politiques. Nous devons toutefois être très attentifs à faire que cette déferlante réglementaire, venue très souvent de l'étranger, ne nous envahisse pas de manière à créer des efforts inutiles et surtout des coûts induits, directs ou indirects, dangereux. Nous devons accélérer la mise des réformes pour être équivalents au reste du monde, développer de nouveaux moteurs de croissance et surtout continuer à nous éduquer dans ce domaine-là pour être à la pointe du progrès et des techniques dans le domaine financier. Voilà ce que je voulais vous dire en plus qu'un mot comme ensemble, mais en quelques mots, dans le temps qui m'était imparti, et je crois que j'ai le droit d'ouvrir la discussion maintenant à des questions, quelles qu'elles soient, sur ce ou d'autres sujets que vous pourriez avoir envie de traiter. Merci de votre attention. Je crois qu'il y a un micro qui circule s'il y a des questions. Ah, micro dehors. Bonsoir, Thomas Bardel, BIC Bred. Je voulais savoir le poids de l'économie, le poids de l'industrie financière suisse sur le PIB ou le BNB suisse, à votre avis, c'est combien? De l'industrie financière, c'est entre 10 et 12%, ça a été jusqu'à 15%. De la banque, c'est entre 6 et 8%. Et son évolution, est-ce qu'elle est en augmentant ou c'est relativement stable? Alors, le poids de l'industrie financière elle-même est relativement stable, celle de la banque est en réduction. Merci beaucoup. Donc, déplacement de certains types d'activités ou croissance de certains types d'activités plutôt en dehors du secteur bancaire. Grosse, bien sûr, réduction des marges, comme je l'ai évoqué, créant évidemment une rentabilité inférieure à ce qu'elle était dans le passé. Ça ne veut toujours pas dire que nous n'arrivons pas à retourner ce trend si ces efforts que je vous ai évoqués ne sont pas mis en œuvre rapidement. Donc c'est une évolution normale. La création de fortune, on voit ça d'ailleurs dans chaque pays, la création de richesse dans le domaine principal de la banque et de l'activité financière aujourd'hui reste probablement la gestion de fortune. D'où l'accent énorme qui est mis dans les discussions politiques sur cette activité-là, institutionnelle et privée. Question là-bas. Et peut-être encore un dernier point pendant que le micro arrive. Direct, hein, je vous ai parlé des chiffres directs. Indirectement, la création de richesse, donc la contribution au produit intérieur brut de l'industrie financière, ça va même jusqu'à 18%, si vous tenez compte des places de travail induites ou des commandes faites par l'industrie financière sur les fournisseurs de cette industrie. Oui. En parlant de gestion de fortune, dans votre premier graphique, un des premiers graphiques, on voyait les taux de, enfin les sources, les montants de gestion de fortune entre les années 2011 et 2013. Celui de 2013 étant évalué à 2,3 milliards. Est-ce que vous avez les informations pour 2014? Oui, il est encore en croissance, c'est la bonne nouvelle. Donc l'afflux des capitaux en Suisse a continué à être positif en 2014 et continue en 2015.
Ceci vient du fait, donc on parle de 2000 milliards de francs suisses déposés par des investisseurs institutionnels et privés dans le domaine de la gestion de fortune. Et ces capitaux sont des capitaux qui sont attirés en Suisse malgré peut-être l'influence négative que peuvent avoir sur les capitaux. Les marchés boursiers, quand vous prenez les années 2008, par exemple, si vous regardez les chiffres de la BNS, c'est un gros choc, mais ce n'est pas du tout le fait qu'il y ait des retraits, c'est simplement que les capitaux ont baissé en fonction de la valeur des marchés. Et puis, les retraits explicables par les régularisations fiscales, qui sont dans les plus grands pays estimés à quelque chose entre 15 et 30%. Malgré cela, vous avez des croissances de capitaux. Ça veut dire que ce qui sort ou ce qui a été perdu quelque part par les marchés boursiers a été largement compensé par les afflux de capitaux, ce qui veut quand même dire que la place continue à être une place de réputation mondiale, justifiant une certaine confiance, et que quand les choses vont mal, c'est plutôt ici qu'on vient se protéger et amener ses capitaux pour les protéger. Je sens que la question sera difficile. Est-ce qu'il y a le micro? Oui, où est le micro? Pardon, excusez-moi, alors je n'avais pas vu. Au Royaume-Uni, la place financière de la City est très bien défendue, que ce soit par les politiciens, quand il s'agit d'éviter la taxe Tobin, par exemple, les médias aussi. Quelles leçons pouvons-nous tirer pour mieux défendre notre place financière suisse, qui souvent n'est peut-être pas assez bien défendue? Comme la prochaine question vient d'un média, je vais faire très attention à ce que je dis. Non, alors d'abord, je pense que si on doit être défendu, c'est par nous-mêmes avant d'attendre d'être par qui que ce soit d'autre. Donc je pense que la banque ou les banques, le secteur financier doit donner l'exemple. Donner l'exemple, c'est jouer son rôle. Jouer son rôle, c'est faire un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des problèmes de crise de crédit. Nous avons en 2008, il se trouve que je me retrouve un pied dans chaque organisation, mais nous avons avec Économie Suisse, la Banque nationale, le SECO, donc le département de l'économie, et l'Association suisse des banquiers créé un petit observatoire du crédit qui permet de s'assurer un peu d'avance des conditions de crédit octroyées ou voire de problèmes de crédit. Donc ça, c'est une très bonne façon d'éviter les problèmes. Je pense que c'est un bon exemple à donner. Ça n'a pas créé autre chose qu'une certaine bonne compréhension entre l'économie industrielle et l'économie financière qui en font une, au fond, en Suisse. Le fait que ça n'ait pas été forcément possible dans toutes les places financières a créé aussi cette antinomie entre groupes industriels et groupes financiers qui n'a pas facilité les choses sur le plan notamment politique. Le deuxième élément, c'est que la place financière n'est pas connue pour une très grande transparence. Elle a donc s'améliorer sur ce plan-là. Et c'est vrai que le travail du journaliste, c'est d'essayer de la faire, cette transparence. Donc il y a une espèce de give and take qui doit se faire. Et je pense qu'il ne faut pas non plus compter uniquement sur les journalistes d'investigation en consortium pour pouvoir apprendre des choses. Il faut aussi savoir parfois les dire avant que ça soit perçu comme intolérable que de ne pas le faire. Et donc dans ce domaine-là, on a aussi à apprendre. Et la Banque suisse est en train d'essayer d'une manière ou d'une autre d'être plus, je dirais, active dans le domaine de la communication. Vous l'avez vu dans plusieurs domaines. Je pense que dans tout ce qui touche les domaines de réglementation, ça a été le cas. Vous l'avez aussi probablement dans des domaines qui touchent les grands enjeux de la place économique. Donc là, la banque se manifeste de manière un peu plus claire. Puis vous l'aurez maintenant dans ces enjeux de place durable, développement durable, finance durable, où là un très gros effort se fait. Finalement, vous l'avez aussi dans des marchés qui sont un peu plus complexes à comprendre, comme les marchés d'activité, par exemple, de négoce de matières premières ou de finance de matières premières. Je dirais que sans ces deux efforts, ça sera difficile d'aller obtenir un support politique. Le troisième, c'est celui de la présence à Berne, évidemment. Et là, croyez-moi, votre serviteur y est assez souvent. Et donc, être à Berne, ce n'est pas une activité autrement que noble, c'est d'essayer d'expliquer plutôt que de corrompre, c'est de convaincre plutôt que de se lamenter. Et je pense qu'on ne peut le faire qu'avec des informations de qualité. Donc, préparer des informations de qualité, les diffuser aux personnes qui vont devoir prendre les décisions législatives, fait partie du travail de notre association. Sur ce plan, je pense que ça fonctionne bien. Et dernier axe, c'est ce groupe, par exemple, d'experts que je vous ai montré tout à l'heure, où on a, avec la Confédération, la conseillère fédérale Evelyne Willino-Schlumpf notamment, et puis le secrétaire d'État Jacques de Watteville, mis en place cette structure maintenant d'experts qui est une vraie plateforme. Alors une vraie plateforme où on peut tout discuter d'absolument tout à travers ce groupe, de façon à faire des recommandations au Conseil fédéral qui seront écoutées. Donc je pense qu'on a en Suisse une qualité de dialogue et une proximité possible qui fait que d'abord il faut s'en prendre à soi-même avant d'attendre que les autres le fassent, mais qu'une fois qu'on s'organise, on peut être entendu. Roland Rossier, au journaliste Tribune de Genève 24 heures.
J'ai été frappé par effectivement la statistique sur les prêts aux entreprises en fait, entre janvier 2006 et novembre 2014, plus 21% en Suisse, moins 8,5% en Grande-Bretagne, Allemagne et France. Mais est-ce que vous avez les statistiques de ces prêts, est-ce que vous savez s'ils sont gagés ou pas? Parce qu'on sait qu'en Suisse, on prête avec souvent des garanties sur hypothèque. Je n'ai pas la statistique entre prêts gagés et non gagés. Par contre, il s'agit en effet de prêts aux entreprises, ce qui est très important. Il ne s'agit pas de prêts gagés immobiliers ou hypothécaires ou de cette nature-là. Je dirais que pour une grande partie, ce sont des prêts qui sont des prêts commerciaux, des crédits commerciaux effectués autant à des petites qu'à des très grandes entreprises. Donc on a l'ensemble de l'offre de crédit ici, telle qu'évoquée par cette marge, qui s'exprime par ces 21%. Je pense qu'il est vrai que certains gages ont été fournis, mais ça c'est probablement lié à la notion du risque de crédit qui, dans des périodes difficiles, est devenu plus difficile à appréhender et qui demandait des garanties supplémentaires assez naturellement. Votre question est absolument fondée parce qu'elle fait souvent dire, pas souvent, beaucoup moins souvent en fait qu'à l'étranger, mais elle fait quand même quelquefois dire c'est difficile d'obtenir un crédit. C'est vrai que c'est aussi difficile d'obtenir un crédit dans des périodes de conjoncture difficile et dans des périodes de marché ou d'accès au marché plus difficile. Quand je vous parlais tout à l'heure des surplus d'exportation non réinvestis, c'est vrai que pour la moitié de l'économie suisse, on peut encore penser à réinvestir en Europe parce qu'on est sous-traitant, mais pour l'autre moitié, on a traité avec son marché intérieur, ça devient beaucoup plus difficile. Sabine Essier-Thévenot, est-ce que vous pourriez développer... Je suis là. Sabine, je ne te vois pas. Ah, voilà. Est-ce que vous pourriez développer les nouveaux moteurs de croissance, détailler un peu ces nouveaux moteurs de croissance, de finances durables? Alors, je ne vais pas le faire avant demain, puisque demain, il y a toutes sortes d'éléments de presse autour de ces réflexions. Mais je vais vous en donner un qui me paraît important. Je pense, enfin même deux. Il y a deux domaines dans lesquels j'estime qu'on pourrait être, même trois, beaucoup plus proactif. Le premier, c'est que je crois qu'on pourrait d'abord commencer par s'assurer que les critères d'évaluation durable fassent partie intégrante de l'évaluation d'une entreprise. En d'autres termes, qu'on ne distingue plus la finance durable de la finance. Et tant qu'on continuera à la distinguer, je pense qu'on en crée certainement un buzz intéressant, pardonnez-moi l'expression, un buzz intéressant, mais ça restera assez marginal. Je sais, pour avoir été en partie à l'origine du premier très gros fonds de pension, de fonds de placement qui a été ouvert aux fonds de pension européens, je sais que ça peut être le contraire quand on peut traverser la frontière et commencer à être universellement reconnu, mais c'est pour une finance locale beaucoup plus difficile. Donc je pense qu'il faut déjà intégrer ces facteurs. Ça appelle à l'industrie que je représente de pouvoir le faire, et beaucoup d'instituts financiers l'ont déjà fait, mais ça s'appelle encore trop facilement la finance durable. Personnellement, je pense qu'on devrait essayer de traiter ça de manière beaucoup plus générale et dire le crédit à une entreprise, l'investissement dans une entreprise tient compte du facteur durable, social, environnemental ou autre, tout simplement si ce n'est par le risque que ce facteur permet de réduire s'il est bien géré. Le deuxième élément, c'est les destinations d'investissement. Nous avons beaucoup de capitaux disponibles en Suisse pour des investissements à moyen-long terme plutôt qu'à trop court terme. Souvent, ce moyen-long terme sacrifie la liquidité. Et probablement qu'on a en Suisse une espèce de paradoxe entre le fait qu'on dise à nos caisses de pension « vous devez être orienté à très long terme », puis en même temps on vous dit « mais vous n'avez le droit d'investir que dans des projets à long terme », probablement sacrifiant une certaine liquidité que si vous avez des excès de capitaux. Il y a un moment donné où il faudra peut-être ramener ces deux objectifs un peu plus proches les uns des autres et permettre à ces grandes masses de capitaux de s'investir de manière plus massive dans des projets d'infrastructure qui souvent sont des projets d'infrastructure durables. Je pense à l'énergie, mais je pense aussi à la mobilité, au transport, à tout ce que vous pouvez imaginer. Puis le troisième domaine, c'est les marchés, où on a des instruments qui se créent. Vous avez entendu parler des forest bonds, il y a des social bonds aujourd'hui, on peut parler d'énormément de produits très intéressants, qui restent, ou des certificats de CO2, qui restent des produits très intéressants, mais qui restent très peu utilisés, tout simplement parce qu'on n'a pas de véritable mécanisme de fixation de prix par le biais des marchés, où chacun peut dire, moi je pense que ça vaut tant, toi tu penses que ça vaut tant, donc on se trouve une transaction, on le fait de manière publique, ce qui générerait un volume qui ensuite deviendrait un marché réel. Ça, peut-être que la Suisse a une carte à jouer dans ce domaine-là, et c'est en tout cas ce que je recommande. Il y a d'autres domaines comme l'asset management, j'en ai parlé tout à l'heure. Si on va financer un fonds global mondial vert, m'excuse, mais on ferait bien de le gérer à partir de la Suisse. Bonjour.
Oui, j'ai une question concernant le mot éthique qui n'a pas été prononcé. On a parlé durable, mais on n'a pas parlé éthique. En l'occurrence, comme probablement il sera très difficile dans les prochaines années d'obtenir la réciprocité de la part de certaines places financières en matière d'échange d'informations, je pense à l'Angleterre, au Delaware aux États-Unis, à Singapour, qui vont protéger leur place au maximum. Est-ce que la Suisse n'aurait pas une carte à jouer dans la transparence et dans l'éthique, en garantissant, en formant, je ne sais pas, des certificats ou quelque chose qui disent les gens qui ont placé leur argent en Suisse ont une certaine, de l'argent propre et de l'argent déclaré, alors que dans les autres places, on ne sait pas. Est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer? C'est une idée très 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 intéressante. Je vous remercie beaucoup et je vous donnerai ma carte de visite pour qu'on puisse la développer ensemble. Mais je pense que, non mais sérieusement, je pense que c'est une idée très intéressante. C'est une sorte de disruptive, positive approach to ce qu'on appelle le KYC, le Know Your Customer, dans le domaine fiscal. Maintenant, je me permets juste de commenter votre remarque. On ne peut pas dire que l'Angleterre ne va pas réciproquer en matière d'échange automatique d'informations. Elle va le faire. Elle est même un des premiers à devoir le faire. Là où elle aura un peu de peine, c'est accepter que ça soit fait pour l'ensemble des structures, notamment certains types de structures dont elle est friande et dont elle est parfaitement justifiée, mais il faudra quand même traiter ces structures à un moment donné. Je pense aux trusts, etc. Singapour le fait. Elle le fait par décret, donc ça peut se faire un peu plus tard, mais ça se fait beaucoup plus vite. Et peut-être que le Delaware, là je vous donne entièrement raison, mais il y a le Delaware et les 5 autres États des États-Unis qui peuvent prétendre être dans cette catégorie, plus peut-être aussi d'autres places financières. D'une manière générale, on va avoir cette réciprocité, à l'exception, je pense, de un ou deux grands endroits dans le monde difficiles. Maintenant, l'idée du certificat de bonne vie et mœurs fiscales, grosso modo, écoutez, ça appelle toutes sortes, alors là, de considérations éthiques aussi, de savoir qui a le droit de savoir quoi et qui a le droit ensuite de diffuser cette information à qui, pour quel sujet. Donc la notion de spécialité aussi devient très difficile. Mais ceci dit, votre idée est intéressante. Je pense que les nouvelles technologies ne doivent pas se concentrer uniquement dans le fintech, dans le sens de nouvelles technologies financières de trading ou de distribution de produits, mais aussi dans ce domaine-là. Donc si on avait par exemple capacité de combiner la force de conservation du pays, considéré comme un des pays les plus sûrs du monde, cette force de conservation avec ces technologies de conservation, plus en plus cette espèce de maladie génétique de la volonté de protéger la donnée, formidable par ailleurs, parce que beaucoup de monde la souhaite, et bien si on arrivait à protéger ça en trouvant le moyen technologiquement de créer en effet des instruments, alors je ne dirais pas pour pouvoir démontrer à tout le monde qu'on est plus blanc que blanc ou qu'on a réglé ses impôts mieux que quiconque, mais qu'on permettrait aux clients de pouvoir avoir moins de soucis, entre guillemets, de cette nature lorsqu'ils s'adressent à un établissement financier, parce qu'après tout, c'est finalement ça qui va arriver. Je m'excuse, je fais une petite parenthèse. Si vous prenez la question des clients américains aujourd'hui en Suisse, c'est justement catastrophique. Pour un client américain SS, ça fait pas faute de l'avoir dit il y a déjà quelques années. La réglementation américaine fait aujourd'hui que nos amis les Américains se retrouvent pour des banques qui auraient envie de les servir dans une situation où il n'est tout simplement pas raisonnable d'avoir envie de les servir parce que les risques sont beaucoup trop importants de se tromper et qui se trompe, ce n'est pas le citoyen, c'est la banque. Donc si on arrivait à rendre ce processus, par le processus que vous évoquez, que ce soit fiscal ou ailleurs, peut-être plus transportable et peut-être là être un leader, je pense qu'on aurait en effet quelque chose à faire. Et si j'ajoute le fait qu'il y a des banques qui aujourd'hui se développent en ligne, et purement en ligne, c'est vrai que d'être encore dans le système de la présentation du passeport notarié pour ouvrir un compte, ça a l'air un tout petit peu d'un autre temps. Ça nous permet aussi d'être extrêmement sûr, parfois pas assez, mais enfin généralement extrêmement sûr. C'est un domaine dans lequel on peut évoluer. Oui, tout derrière. Merci, Monsieur le Président. Philippe Roudloff de la Banque Bordier. En Suisse, on dit souvent que l'UBS et Crédit Suisse dominent le débat. Comment faites-vous pour temporiser ces forces au sein de l'association et est-ce que les autres acteurs du système financier sont suffisamment entendus par l'association et évidemment par les politiques? Merci beaucoup pour cette question. Nous avons au sein de l'Association suisse des banquiers un conseil d'administration de 19 personnes, dont 5 banques cantonales, la banque Raiffeisen, 2 banques régionales, 4 banquiers privés, 2 grandes banques et quelques autres banques. Donc vous voyez qu'on est très très répartis
et que celles qui souvent sont les plus vocales sur ce sujet-là sont aussi parmi les mieux représentées. Donc je dirais que d'une manière générale, on traite de manière extrêmement constructive au sein de l'Association suisse des banquiers de ces organes la diversité du secteur et les priorités du secteur. Maintenant, il faut reconnaître que les deux grands établissements bancaires qui, entre guillemets, sont représentés par leur président du conseil, ce qui est bien, ça évite qu'il y ait une voix distincte entre la ligne et la direction. Et je pense que s'il y a une chose qui est vraie, c'est que la contribution possible des grandes banques aux grands enjeux est évidemment démultipliée par rapport aux plus petites institutions. C'est donc là qu'il faut faire attention. C'est pas parce que ces ressources, d'ailleurs généreusement mises à disposition, sont plus importantes qu'elles doivent nécessairement impliquer une voix supplémentaire. Mais c'est vrai qu'elles impliquent une écoute, en tout cas, relativement importante. Donc l'équilibre est parfois un peu délicat. Je peux vous assurer que par la représentation d'une part et la volonté de se concentrer sur les grands enjeux, qui finalement, si je vous les cite, vous êtes banquier, donc je ne vais pas me répéter, mais si je vous les cite brutalement, les grands enjeux qui sont l'accès au marché, grande ou petite banque, c'est la même chose. La protection du consommateur. Grande ou petite banque a tout intérêt à éviter des scandales de vente ou de promotion de produits qui ne soient pas les bons à des clients. La troisième priorité concerne la fiscalité. La grande ou la petite banque, la régionale, la suisse ou l'étrangère a tout intérêt à avoir les mêmes standards que dans le reste du monde. Ou si je prends la stabilité du secteur, alors là je dirais que la grande a encore plus d'intérêt que la petite, mais les petites aussi. Pensez aux banques financées par le secteur public. Je pense que les grands intérêts, si ce n'est pas la démonstration de ces 4 ou 5 priorités, si j'ajoute la digitalisation, comme vous l'avez évoqué, ils vont nous regrouper plutôt que nous séparer. Là où c'est plus compliqué, c'est sur les sujets techniques. Tout d'un coup, une institution va trouver beaucoup plus cher qu'une autre de dire oui à un projet de loi ou à un autre. Ça, c'est plus compliqué. Mais sur les grands enjeux, on est assez unis. Donc, c'est mon travail. J'essaie de le faire comme je peux, et notamment par cette représentation. Oui. Monsieur Audier, une question concernant l'OCDE. Oui. Il y a 50 ans, peut-être, l'OCDE avait la réputation d'être plutôt rétrospective et prospective. Et est-ce que c'est juste que, sous votre influence, pour en partie vous dégager, je dirais, des griffes de l'Europe, vous avez fait que l'OCDE a été invoquée comme organisme normatif et que par conséquent, vous référez plus maintenant à l'OCDE qu'aux autres, et les autres sont obligés de suivre l'OCDE. C'est un peu beaucoup dire, hein, c'est un peu beaucoup dire. Je veux dire, je ne suis pas certain que tout ce qui est fait l'OCDE ait nécessairement été appelé de ses voeux par notre industrie. Ce que je pense, c'est que nous sommes membres de l'OCDE, que notre pays a décidé d'être un contributeur à la définition des standards internationaux, et que par conséquent, nous devons être cohérent avec cette volonté politique et donc y être très très présent. Donc je trouverais complètement stupide, d'ailleurs ça a été le cas et ça nous a coûté affreusement cher, il y a 6 ans, d'ailleurs c'était juste avant que je prenne la présidence de l'Association suisse des banquiers, où on a été absent dans une séance très importante pour une décision qui a été très importante à laquelle on n'a pas participé. Donc je pense qu'on a intérêt, et la Suisse a une force exceptionnelle dans ce domaine-là, c'est qu'elle est présente dans tous ces grands domaines normatifs, réglementaires ou supranationaux. Pensez à tout ce qui se réunit chez nous, si ce n'est déjà à Bâle. Eh bien, nous avons intérêt à y être très présents. Donc, je transforme votre question en disant, ce serait trop dire que nous avons créé, entre guillemets, une force à l'OCDE qui devient normative, qui est respectée par tous. Ce qu'on a dit, c'est que puisqu'on ne peut pas les battre, on va les rejoindre. Et si on les rejoint, on va les rejoindre bien. D'accord ? Donc, on les rejoindra bien en essayant d'influencer de la bonne manière la définition des standards. On n'est pas encore tout à fait arrivé dans tous les domaines, puisqu'on a parlé des États-Unis et qu'on n'a pas réussi à faire comprendre combien il y a de pays membres de l'OCDE ? 180. Aux 80 pays membres de l'OCDE, on n'a pas fait 79 que les États-Unis devaient suivre les mêmes standards. Mais on y arrivera. Dernière question. Édouard. Si ça marche, oui, ça marche. Merci beaucoup pour cet exposé. J'avais une petite question sur peut-être un défi qu'on pourrait rajouter, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui est un défi qui vous tient à cœur, c'est le défi de la formation. Parce qu'avec tous ces changements de paradigme, d'abord ici on est accueilli par l'université, alors je pense que c'est peut-être aussi important de parler de la formation. Avec ces changements de paradigme, j'imagine aussi qu'il y a un changement de paradigme auprès des profils des collaboratrices et des collaborateurs de la place financière. Comment est-ce que vous voyez ça ? Quels sont les défis dans ce domaine ? D'abord, j'en ai pas trop parlé parce que l'Université de Genève est pionnière dans le développement de la formation, notamment, et bien sûr pas uniquement dans le domaine que je représente, puisqu'elle a été par le biais, c'était pas toi, mais c'était le recteur précédent,
le premier signataire de la charte de création du Swiss Finance Institute. Bon, il y a eu un siège qui a été fait du rectorat, il faut reconnaître, assez actif de la part de certains, mais l'Université de Genève a été pionnière dans ce domaine-là et a soutenu de manière absolument remarquable tout ce qui s'y est fait et le soutient encore. Et donc là, je profite de l'occasion pour remercier le recteur et le futur recteur, tout ce qu'ils font pour cela. Deuxièmement, l'Université de Genève a accueilli à Genève des professeurs qui sont très actifs eux-mêmes dans ces filières. Troisièmement, elle a permis le développement, cette université, d'un centre de compétences aujourd'hui remarquable et reconnu dans le domaine financier sous l'égide directe du rectorat qui, je crois, unique et qui va probablement aussi être unique dans le sens de développer certains de ces domaines qu'on a évoqués, nouveaux, domaines en marge de la finance pure technique, mais peut-être aussi en lien avec les aspects plus sociétaux de la finance, et ça, je crois que c'est très important. Il y a énormément d'autres exemples, j'en cite un pour terminer, pour être trop long, mais le rectorat pourra en citer d'autres, mais il y a une collaboration qui s'est installée avec l'université de Tsinghua en Chine, dans le domaine de la gestion de fortune, qui est évidemment de très très bon augure, puisque le monde entier voit la Suisse comme étant un pays de formation, y compris dans le domaine de la finance. Je ne voudrais pas m'arrêter à l'université, parce que l'université est bien sûr extrêmement importante, mais il y a aussi tout le reste des filières de formation, comme la formation professionnelle, où là nous avons un rôle à jouer, notamment dans les standards, pour ce qui touche la finance en particulier, et puis l'apprentissage, où l'apprentissage est une force de ce pays qu'il faut absolument préserver. Donc nous sommes actifs dans tous ces domaines-là, et je remercie l'Université de Genève d'avoir été depuis si nombreuses années. L'ancêtre du Swiss Finance Institute s'appelait FAME et a été installé dans les locaux de l'Université de Genève grâce à l'Université de Genève, il y a 20 ans. Donc merci beaucoup. Voilà. À moi de vous remercier. Merci d'avoir rendu un sujet aussi complexe, aussi compréhensible et de nous avoir parlé avec cette grande franchise. Mesdames, Messieurs, comme d'habitude, un apéritif vous attend derrière cette porte. Merci d'être venus.